De grands troupeaux de dinosaures courent dans la forêt. La température augmente rapidement et tout ce qui se trouve derrière eux commence à prendre feu. Certains dinosaures se retrouvent coincés dans des marécages et ne peuvent en sortir. Des ptérodactyles volent au-dessus de leur tête alors qu'ils tentent d'éviter la déflagration qui va bientôt recouvrir la Terre. Cet événement s'est produit il y a environ 66 millions d'années. Il a anéanti presque tous les êtres vivants sur Terre. Les oiseaux et les dinosaures volants sont les seuls à avoir survécu à la plus grande extinction de tous les temps. Et ne me reproche rien, je n'étais pas là à l'époque. Descendons le long de l'arbre de l'évolution pour voir le premier oiseau du monde, l'Archéoptérix. Il avait la taille d'un corbeau de notre époque, mais ressemblait à un petit dinosaure avec des plumes. Il avait de nombreuses petites dents coniques, presque comme les alligators. C'est parce que l'Archéoptérix était plus proche des reptiles que des oiseaux. Cependant, son cerveau était 3 fois plus grand que celui de ces reptiles. Bien qu'il ait eu des ailes avec des plumes, il pouvait difficilement voler comme les oiseaux modernes. Les articulations de ses épaules ne lui permettaient pas de soulever ses ailes au-dessus de son dos. Donc, il ne pouvait pas faire un battement d'ailes complet. Le plus probable est qu'Archéoptérix était capable de vol plané avec de petits battements d'ailes. L'évolution a ensuite mené à des espèces plus évoluées, capables de voler complètement. Les ptérodactyles. Ces animaux n'avaient pas de plumes, mais des membranes faites de peau et de muscles. L'envergure de leurs ailes était à peu près de la longueur d'une jambe humaine. Ils pouvaient voler parfaitement et attraper des poissons et des petits animaux. Bien que les dinosaures qui volaient pouvaient facilement distancer les prédateurs terrestres, comme les vélociraptors et les T-Rex, la plupart d'entre eux n'ont pas survécu à l'impact d'une météorite géante. Examinons cet événement étape par étape pour voir comment ils sont arrivés à notre époque. 10 minutes avant le choc de la météorite. Un énorme rocher de la taille de l'île de Manhattan se déplace vers la Terre dans l'espace. Il pèse 460 trillions de tonnes. C'est comme 3 trillions de baleines bleues, les mammifères les plus lourds qui aient jamais vécu sur Terre. Et il s'approche de notre planète à 19 km par seconde. À cette vitesse, il pourrait traverser l'océan Atlantique en seulement 4,5 minutes. C'est 2 fois plus rapide que la vitesse à laquelle nos vaisseaux spatiaux modernes peuvent voler. 5 secondes avant le crash de la météorite. Oh, ça devient tendu. La force gravitationnelle de la Terre continue d'attirer cette météorite géante. Elle fait un trou dans notre atmosphère et crée un bruit sec si fort que l'on peut l'entendre de l'autre côté de la Terre. Tous les animaux de notre planète se réveillent en panique. Ils lèvent la tête et voient un énorme rocher qui commence à brûler dans l'air. De plus petits fragments commencent à se détacher de la météorite principale. Ce feu est si brillant qu'il éclaire presque comme le soleil. Les dinosaures volants et autres ancêtres des oiseaux modernes sont les premiers à sentir le danger. Ils se dirigent vers le ciel et essaient de s'éloigner le plus possible du lieu de l'impact pour sauver leur vie. Le moment de l'impact. La masse colossale et la vitesse de la météorite lui confèrent une énorme quantité d'énergie. Dès qu'elle touche la Terre, elle provoque une explosion de 150 trillions de tonnes de TNT. L'onde de choc arrache littéralement des morceaux de notre planète et les projette en l'air. Un énorme mur d'énergie commence à se déplacer du point d'impact dans toutes les directions. Il arrache les arbres avec leurs racines et les pousse au sol comme des dominos. L'onde de choc entoure complètement notre planète. Cette énergie se transforme en chaleur. Tout ce qui se trouve autour du site de l'impact commence à s'enflammer. Les jungles vertes et les arbres se transforment en charbons ardents en quelques secondes. Le sol et les rochers s'évaporent tout simplement. La collision a provoqué un énorme tremblement de terre. Certains dinosaures sont peut-être tombés dans les fissures apparues dans le sol. Un fort tremblement de terre a provoqué un tsunami avec des vagues plus hautes que l'Empire State Building. Les dinosaures qui n'étaient pas piégés dans les forêts en feu ont été emportés par les énormes vagues. Les dinosaures d'Amérique du Nord tentent de s'échapper en courant vers le nord. Mais le raz-de-marée les rattrape inévitablement. Les dinosaures volants n'ont aucun problème avec les tremblements de terre ou les tsunamis. Ils volent assez haut pour éviter les vagues géantes, mais ils devront faire face à la chute continue de débris de météorites. 5 minutes après le crash de la météorite, une pluie de météorites composée de fragments de rochers géants continue de tomber sur la Terre. Certaines météorites ont la taille d'une voiture, d'autres ressemblent plutôt à un grand bâtiment. Des cendres et de la poussière s'élèvent dans l'air. Leur température est si élevée qu'elles fondent et se transforment en lave liquide, puis retombent sur Terre, provoquant de nouveaux incendies. Les pluies de météores posent également des problèmes aux dinosaures volants. Ils doivent manœuvrer et esquiver les roches chauffées à blanc qui tombent. Les températures élevées sont un énorme problème pour eux, car elles peuvent leur faire perdre leurs plumes. Et sans plumes, ils ne sont pas capables de voler. 10 heures après le crash de la météorite. Pendant tout ce temps, les dinosaures n'ont cessé de courir vers le nord.
Ils se sont retrouvés dans un territoire inconnu avec de nombreux marécages. Les dinosaures géants comme les T-Rex ont des jambes aussi longues que la taille d'un humain adulte. Ils ont une chance de passer à travers ce terrain, mais s'ils tombaient, ils ne pourraient jamais se relever. Les dinosaures plus petits, comme le Triceratops, avaient des jambes courtes et eux ne pouvaient pas traverser ces marécages denses. Un mois après le crash de la météorite, 15 trillions de tonnes de cendres ont été éjectées dans notre atmosphère. Un nuage géant a bloqué le soleil et la Terre a été plongée dans l'obscurité totale. Les plantes survivantes n'ont pas pu se nourrir de l'énergie du soleil et ont cessé de produire de l'oxygène. Les dinosaures qui ont survécu peuvent à peine respirer à cause du manque d'air et de la grande quantité de poussière. Le manque de soleil dans le ciel a fait disparaître le phytoplancton. De nombreux animaux marins se sont retrouvés sans leur seule ressource de nourriture. La poussière et les cendres dans l'atmosphère empêchent notre planète de recevoir la chaleur du soleil et la température commence à baisser. L'endroit où est tombée la météorite était riche en soufre. Cet acide toxique s'est évaporé au moment de l'impact et a formé des nuages. Il y a maintenant des pluies acides sur la Terre. Les dinosaures volants doivent maintenant se cacher de ces pluies. Ils doivent rester dans des grottes et ne peuvent pas sortir pour trouver de la nourriture. Jusqu'à présent, un grand nombre de dinosaures terrestres et volants ont survécu. Ils sortent pour voir les conséquences de la catastrophe. Le site de l'impact se trouve dans l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Le cratère de Chicxulub est situé ici. Il fait environ 150 km de large, comme la moitié de tout le lac Michigan, et il est profond de 19 km. Tu pourrais y plonger tout le mont Everest, et il resterait 10 km d'espace disponible. Ce n'est pas l'impact lui-même qui a fait disparaître les dinosaures, mais la faim. Le feu a détruit la plupart des plantes que les dinosaures herbivores mangeaient. Sans nourriture, leur nombre a diminué rapidement. Les dinosaures prédateurs n'avaient rien à manger non plus. Les pluies acides et la disparition du phytoplancton ont menacé toute la vie marine. Même si les oiseaux étaient parvenus à éviter le souffle de l'explosion et le tsunami, ils manquaient eux aussi de nourriture. Environ 80% des oiseaux n'ont pas survécu à l'extinction. Le problème est que toutes les forêts de la Terre ont été détruites. Or, la plupart des oiseaux nichent et vivent dans les arbres. En outre, les forêts étaient toujours pleines de nourriture, de toutes sortes de fourmis et de termites aux insectes volants et aux petites souris. Seules les espèces qui vivaient sur le sol et pouvaient voler ont donc survécu. Il est très probable qu'elles se nourrissaient des graines des petites plantes survivantes. Cette habitude a fait que les dinosaures volants ont perdu leurs dents au cours de l'évolution. Au lieu d'avoir des mâchoires avec un tas de dents pointues, ils ont obtenu de longs becs pour attraper de minuscules graines sur le sol. Même si la Terre semble alors être un endroit terrible pour vivre, les oiseaux ont connu un boom évolutif. Ils ont dû parcourir de longues distances à la recherche de nourriture. Leurs ailes sont devenues plus fortes, ils se sentent également à l'abri des prédateurs qui les considéraient auparavant comme de la nourriture. Aucun T-Rex ne peut plus désormais surprendre un oiseau en plein sommeil. Environ 1000 ans après la collision, les premières forêts denses sont réapparues. Cela a donné un autre grand coup de pouce à l'évolution. 1 million d'années plus tard, des forêts pleines de nourriture sont peuplées par les ancêtres des oiseaux-souris actuels. Et 65 millions d'années plus tard, à l'époque moderne, nous avons environ 10 000 espèces d'oiseaux. Pigeons, corbeaux, aigles et faucons, même les pingouins, ce sont tous des descendants des dinosaures. Mais il y a eu d'autres survivants. Certains ancêtres des alligators et des crocodiles ont pu s'adapter à des conditions changeantes. Environ 80% des espèces de tortues ont réussi à survivre à cette gigantesque extinction. Et leurs descendants vivent aujourd'hui parmi nous. Les serpents et les lézards ont également été capables de survivre à ces temps difficiles dans leur terrier. Même certains mammifères, comme les monotrèmes, ont survécu. Cet animal de la taille d'un hérisson a pu continuer à évoluer. Plusieurs millions d'années plus tard, ces mammifères ont évolué en primates qui ont ensuite donné naissance à l'homme moderne. Et beaucoup plus tard est apparu l'iPhone. Salut les amis, nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute.
Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais, juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile ? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière ? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible ? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pantacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes ? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés. Vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir ? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité ? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée,
Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congelions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? De grands troupeaux de dinosaures courent dans la forêt. La température augmente rapidement et tout ce qui se trouve derrière eux commence à prendre feu. Certains dinosaures se retrouvent coincés dans des marécages et ne peuvent en sortir. Des ptérodactyles volent au-dessus de leur tête alors qu'ils tentent d'éviter la déflagration qui va bientôt recouvrir la Terre. Cet événement s'est produit il y a environ 66 millions d'années. Il a anéanti presque tous les êtres vivants sur Terre. Les oiseaux et les dinosaures volants sont les seuls à avoir survécu à la plus grande extinction de tous les temps. Et ne me reproche rien, je n'étais pas là à l'époque. Descendons le long de l'arbre de l'évolution pour voir le premier oiseau du monde, l'Archéoptérix. Il avait la taille d'un corbeau de notre époque, mais ressemblait à un petit dinosaure avec des plumes. Il avait de nombreuses petites dents coniques, presque comme les alligators. C'est parce que l'Archéoptérix était plus proche des reptiles que des oiseaux. Cependant, son cerveau était 3 fois plus grand que celui de ces reptiles. Bien qu'il ait eu des ailes avec des plumes, il pouvait difficilement voler comme les oiseaux modernes. Les articulations de ses épaules ne lui permettaient pas de soulever ses ailes au-dessus de son dos. Donc, il ne pouvait pas faire un battement d'ailes complet. Le plus probable est qu'Archéoptérix était capable de vol plané avec de petits battements d'ailes. L'évolution a ensuite mené à des espèces plus évoluées, capables de voler complètement. Les ptérodactyles. Ces animaux n'avaient pas de plumes, mais des membranes faites de peau et de muscles. L'envergure de leurs ailes était à peu près de la longueur d'une jambe humaine. Ils pouvaient voler parfaitement et attraper des poissons et des petits animaux. Bien que les dinosaures qui volaient pouvaient facilement distancer les prédateurs terrestres, comme les vélociraptors et les T-Rex, la plupart d'entre eux n'ont pas survécu à l'impact d'une météorite géante. Examinons cet événement étape par étape pour voir comment ils sont arrivés à notre époque. 10 minutes avant le choc de la météorite. Un énorme rocher de la taille de l'île de Manhattan se déplace vers la Terre dans l'espace. Il pèse 460 trillions de tonnes. C'est comme 3 trillions de baleines bleues, les mammifères les plus lourds qui aient jamais vécu sur Terre. Et il s'approche de notre planète à 19 km par seconde. À cette vitesse, il pourrait traverser l'océan Atlantique en seulement 4,5 minutes. C'est 2 fois plus rapide que la vitesse à laquelle nos vaisseaux spatiaux modernes peuvent voler. 5 secondes avant le crash de la météorite. Oh, ça devient tendu. La force gravitationnelle de la Terre continue d'attirer cette météorite géante.
Elle fait un trou dans notre atmosphère et crée un bruit sec si fort que l'on peut l'entendre de l'autre côté de la Terre. Tous les animaux de notre planète se réveillent en panique. Ils lèvent la tête et voient un énorme rocher qui commence à brûler dans l'air. De plus petits fragments commencent à se détacher de la météorite principale. Ce feu est si brillant qu'il éclaire presque comme le soleil. Les dinosaures volants et autres ancêtres des oiseaux modernes sont les premiers à sentir le danger. Ils se dirigent vers le ciel et essaient de s'éloigner le plus possible du lieu de l'impact pour sauver leur vie. Le moment de l'impact. La masse colossale et la vitesse de la météorite lui confèrent une énorme quantité d'énergie. Dès qu'elle touche la Terre, elle provoque une explosion de 150 trillions de tonnes de TNT. L'onde de choc arrache littéralement des morceaux de notre planète et les projette en l'air. Un énorme mur d'énergie commence à se déplacer du point d'impact dans toutes les directions. Il arrache les arbres avec leurs racines et les pousse au sol comme des dominos. L'onde de choc entoure complètement notre planète. Cette énergie se transforme en chaleur. Tout ce qui se trouve autour du site de l'impact commence à s'enflammer. Les jungles vertes et les arbres se transforment en charbons ardents en quelques secondes. Le sol et les rochers s'évaporent tout simplement. La collision a provoqué un énorme tremblement de terre. Certains dinosaures sont peut-être tombés dans les fissures apparues dans le sol. Un fort tremblement de terre a provoqué un tsunami avec des vagues plus hautes que l'Empire State Building. Les dinosaures qui n'étaient pas piégés dans les forêts en feu ont été emportés par les énormes vagues. Les dinosaures d'Amérique du Nord tentent de s'échapper en courant vers le nord. Mais le raz-de-marée les rattrape inévitablement. Les dinosaures volants n'ont aucun problème avec les tremblements de terre ou les tsunamis. Ils volent assez haut pour éviter les vagues géantes, mais ils devront faire face à la chute continue de débris de météorites. 5 minutes après le crash de la météorite, une pluie de météorites composée de fragments de rochers géants continue de tomber sur la Terre. Certaines météorites ont la taille d'une voiture, d'autres ressemblent plutôt à un grand bâtiment. Des cendres et de la poussière s'élèvent dans l'air. Leur température est si élevée qu'elles fondent et se transforment en lave liquide, puis retombent sur Terre, provoquant de nouveaux incendies. Les pluies de météores posent également des problèmes aux dinosaures volants. Ils doivent manœuvrer et esquiver les roches chauffées à blanc qui tombent. Les températures élevées sont un énorme problème pour eux, car elles peuvent leur faire perdre leurs plumes. Et sans plumes, ils ne sont pas capables de voler. 10 heures après le crash de la météorite. Pendant tout ce temps, les dinosaures n'ont cessé de courir vers le nord. Ils se sont retrouvés dans un territoire inconnu avec de nombreux marécages. Les dinosaures géants comme les T-Rex ont des jambes aussi longues que la taille d'un humain adulte. Ils ont une chance de passer à travers ce terrain, mais s'ils tombaient, ils ne pourraient jamais se relever. Les dinosaures plus petits, comme le Triceratops, avaient des jambes courtes, et eux ne pouvaient pas traverser ces marécages denses. Un mois après le crash de la météorite, 15 trillions de tonnes de cendres ont été éjectées dans notre atmosphère. Un nuage géant a bloqué le soleil et la Terre a été plongée dans l'obscurité totale. Les plantes survivantes n'ont pas pu se nourrir de l'énergie du soleil et ont cessé de produire de l'oxygène. Les dinosaures qui ont survécu peuvent à peine respirer à cause du manque d'air et de la grande quantité de poussière. Le manque de soleil dans le ciel a fait disparaître le phytoplancton. De nombreux animaux marins se sont retrouvés sans leur seule ressource de nourriture. La poussière et les cendres dans l'atmosphère empêchent notre planète de recevoir la chaleur du soleil et la température commence à baisser. L'endroit où est tombée la météorite était riche en soufre. Cet acide toxique s'est évaporé au moment de l'impact et a formé des nuages. Il y a maintenant des pluies acides sur la Terre. Les dinosaures volants doivent maintenant se cacher de ces pluies. Ils doivent rester dans des grottes et ne peuvent pas sortir pour trouver de la nourriture. Jusqu'à présent, un grand nombre de dinosaures terrestres et volants ont survécu. Ils sortent pour voir les conséquences de la catastrophe. Le site de l'impact se trouve dans l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Le cratère de Chicxulub est situé ici. Il fait environ 150 km de large, comme la moitié de tout le lac Michigan, et il est profond de 19 km. Tu pourrais y plonger tout le mont Everest, et il resterait 10 km d'espace disponible. Ce n'est pas l'impact lui-même qui a fait disparaître les dinosaures, mais la faim. Le feu a détruit la plupart des plantes que les dinosaures herbivores mangeaient. Sans nourriture, leur nombre a diminué rapidement. Les dinosaures prédateurs n'avaient rien à manger non plus. Les pluies acides et la disparition du phytoplancton ont menacé toute la vie marine. Même si les oiseaux étaient parvenus à éviter le souffle de l'explosion et le tsunami, ils manquaient eux aussi de nourriture. Environ 80% des oiseaux n'ont pas survécu à l'extinction. Le problème est que toutes les forêts de la Terre ont été détruites. Or, la plupart des oiseaux nichent et vivent dans les arbres.
En outre, les forêts étaient toujours pleines de nourriture, de toutes sortes de fourmis et de termites, aux insectes volants et aux petites souris. Seules les espèces qui vivaient sur le sol et pouvaient voler ont donc survécu. Il est très probable qu'elles se nourrissaient des graines des petites plantes survivantes. Cette habitude a fait que les dinosaures volants ont perdu leurs dents au cours de l'évolution. Au lieu d'avoir des mâchoires avec un tas de dents pointues, ils ont obtenu de longs becs pour attraper de minuscules graines sur le sol. Même si la Terre semble alors être un endroit terrible pour vivre, les oiseaux ont connu un boom évolutif. Ils ont dû parcourir de longues distances à la recherche de nourriture. Leurs ailes sont devenues plus fortes, ils se sentent également à l'abri des prédateurs qui les considéraient auparavant comme de la nourriture. Aucun T-Rex ne peut plus désormais surprendre un oiseau en plein sommeil. Environ 1000 ans après la collision, les premières forêts denses sont réapparues. Cela a donné un autre grand coup de pouce à l'évolution. 1 million d'années plus tard, des forêts pleines de nourriture sont peuplées par les ancêtres des oiseaux-souris actuels. Et 65 millions d'années plus tard, à l'époque moderne, nous avons environ 10 000 espèces d'oiseaux. Pigeons, corbeaux, aigles et faucons, même les pingouins, ce sont tous des descendants des dinosaures. Mais il y a eu d'autres survivants. Certains ancêtres des alligators et des crocodiles ont pu s'adapter à des conditions changeantes. Environ 80% des espèces de tortues ont réussi à survivre à cette gigantesque extinction. Et leurs descendants vivent aujourd'hui parmi nous. Les serpents et les lézards ont également été capables de survivre à ces temps difficiles dans leur terrier. Même certains mammifères, comme les monotrèmes, ont survécu. Cet animal de la taille d'un hérisson a pu continuer à évoluer. Plusieurs millions d'années plus tard, ces mammifères ont évolué en primates, qui ont ensuite donné naissance à l'homme moderne. Et beaucoup plus tard, est apparu l'iPhone.